Alors donc aujourd'hui, on va commencer la partie de l'audition. Alors donc l'audition fait appel au signal qui est une onde acoustique. Donc l'onde acoustique est interceptée par l'oreille et le signal est transmis au cerveau pour qu'il soit analysé comme étant un signal sonore. Donc, une information sonore. Donc, l'onde acoustique transporte une information sous forme d'onde. Voilà, qu'on appelle donc l'onde acoustique. Donc, l'acoustique, c'est quoi? Donc, c'est tout ce qui est rapport, tout ce qui est rapport avec l'audition. C'est là. Donc, tout ce qui est rapport avec l'audition. Donc, les ondes, c'est un grand spectre, les ondes mécaniques. Donc, on en trouve beaucoup. Les ondes qui se propagent, par exemple, dans un liquide, à la surface de l'eau, dans un solide, dans un fluide, en général, donc liquide ou air, donc les ondes qui se propagent dans l'air. Alors, donc, les ondes acoustiques concernent les ondes qui se propagent dans l'air. D'accord. Donc, on va commencer par un certain nombre de définitions concernant donc les ondes avant d'entamer réellement l'étude de l'acoustique. Donc vous prenez par exemple un oscillateur, masse ressort. Donc ça c'est un ressort, ça c'est une masse. Donc quand je déplace la masse de sa position d'équilibre et puis je lâche, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un mouvement oscillatoire. Donc un mouvement oscillatoire que je peux décrire par la fonction par exemple x de t égale à sinus oméga t. Je vais revenir sur les détails par la suite. Alors si j'approche une aiguille à cette masse, ok. Alors cette aiguille-là, au cours des oscillations, je vais la mettre en contact avec un liquide à la surface de l'eau. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir apparition de cercles concentriques qui se déplacent. Donc il va y avoir apparition d'ondulation à la surface de l'eau. Donc si je vois la chose en profil, donc qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la chose suivante. D'accord. Alors donc qu'est-ce qui se produit? Le système a communiqué de l'énergie à la surface de l'eau. Et puis, bon, qu'est-ce qui s'est produit? Donc cette énergie est transférée vers un autre milieu. Donc l'énergie a trouvé un milieu dans lequel elle peut se propager. Donc elle s'est transférée du système oscillateur masse-ressort vers le liquide. D'accord? Donc on trouve donc une énergie qui se propage à la surface du liquide. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit par rapport à ça. Donc supposons un oscillateur masse-ressort qui touche la surface des liquides en un point. Voilà. Un oscillateur masse-ressort qui touche la surface des liquides en un point. Alors pendant ces oscillations, il engendre des perturbations qui excitent les particules. Donc il y a des perturbations ici, qui perturbent. Alors, il engendre des perturbations qui excitent les particules du liquide au voisinage de l'oscillateur. Donc, il y a des particules ici du liquide qui sont excitées. D'accord? Et provoquent le déplacement. Alors, cette perturbation atteint ultérieurement des particules éloignées et provoque le même effet. On dit que la perturbation se propage à la surface du liquide. Donc, vous avez donc cette perturbation-là à la surface du liquide, elle est engendrée à ce niveau-là, par exemple, ce qu'on appelle la source de l'eau. Alors cette perturbation, elle va atteindre d'autres points du liquide. Donc elle ne va pas rester localisée à cet endroit. Elle va se déplacer à la surface du liquide. D'accord? Très bien. Alors l'onde est l'extension spatiale d'une vibration. Alors ça c'est une vibration. Ça, cette pointe-là, c'est une vibration. Elle est caractérisée donc par cette fonction. Alors l'onde est l'extension spatiale d'une vibration. Donc elle n'est pas localisée en un endroit,
n'est pas localisée ici. Mais elle s'épande dans l'espace. C'est pour ça qu'on dit que l'onde est l'extension spatiale d'une vibration, d'une perturbation. Alors, l'onde est le résultat d'une vibration produite en un point de l'espace. Donc, vous avez une vibration qui est produite à cet endroit-là, ok, se propage dans l'espace. Elle se déplace dans l'espace. Et peut être détectée ultérieurement en d'autres points de l'espace. Regarde. Si maintenant, à la surface du liquide, je prends par exemple un bouchon de liège, clean. Donc ici, je crée la perturbation. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un déplacement de cette perturbation. Alors cette perturbation, à un certain moment, va atteindre ce bouchon. Donc ce bouchon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter et va descendre. Donc cette perturbation a atteint, voilà, dans le temps. Et puis, si je prends un deuxième par exemple, ici, cette perturbation se déplace toujours dans le fluide, elle va atteindre donc le deuxième bouchon. Donc vous avez ici une extension spatiale. Donc la perturbation se déplace dans l'espace, elle va atteindre dans le futur, ultérieurement, d'autres points du liquide. D'accord? Alors, donc l'onde de l'extension spatiale, alors elle peut être détectée ultérieurement en d'autres points de l'espace. Elle est exprimée par une fonction dépendante de la variable temps et de la variable d'espace. Donc, le fait que nous avons défini donc l'onde sous cette forme-là, sous cette manière, donc on a dit que c'est l'extension spatiale d'une perturbation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, à ce moment-là, l'onde va être exprimée en fonction, bien évidemment, du temps. En fait, vous avez une évolution temporelle. Au même temps, elle peut être exprimée, elle va être exprimée en fonction de la variable d'espace. Ça, c'est X. C'est l'amplitude de l'onde, ça, c'est Y. Voilà. Donc, l'onde, je vais écrire ça, c'est U, par exemple, pour ne pas avoir de confusion, ça, en fonction de X. Voilà. Alors, donc ça, l'amplitude de l'onde, donc, elle évolue dans le temps. Donc, c'est une fonction qui est variable dans le temps, elle évolue. En même temps, elle évolue dans l'espace. Donc, regardez, une perturbation ou une vibration est localisée en un point. Elle vibre autour d'une position d'équilibre, ici. Voilà, celui-là. Il oscille autour de cette position. Non? Elle dépend seulement du temps. Par contre, pour l'onde, le fait que vous avez l'extension spatiale, donc ça va être une fonction qui va dépendre et de l'espace et du temps. D'accord? Alors, le centre de la perturbation s'appelle la source de l'onde. L'onde est générée à cet endroit-là, au point de contact entre l'oscillateur et le milieu. Alors, l'oscillateur génère de l'énergie. Cette énergie est communiquée au milieu. Cette énergie est communiquée au milieu. D'accord? À travers le point de contact. Alors, donc, ce point dans lequel l'énergie est transférée de l'oscillateur vers le milieu, on l'appelle la source de l'onde. C'est quand, par exemple, vous avez l'épicentre d'un séisme. Donc, il y a un endroit où il y a de l'énergie qui est libérée, on appelle ça donc la source de l'onde sismique. Donc, il y a de l'énergie qui va se propager après dans la roche. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Non. Ok, donc on continue. Alors, pour les faibles perturbations, les constituants du milieu restent en moyenne à leur position d'équilibre. Regardez. Au passage de l'onde, je reste avec ce bouchon de liège. Voilà, donc, vous avez une onde, une perturbation à la surface du liquide. Au passage de l'onde, ce bouchon, est-ce qu'il se déplace?
Alors, il se déplace de manière verticale. Donc, au passage de l'onde, donc, il revient à sa position. Mais est-ce qu'il se déplace de manière horizontale? Est-ce que sa position change? Donc, on va faire une petite expérience. Donc, prenez par exemple le jeu des dominos, vous le connaissez. Voilà. Donc, je place des dominos l'un à côté de l'autre. Alors, quand je communique de l'énergie au premier, ça veut dire donc, que je vais le faire tomber. Donc, je crée donc une perturbation à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la source de la perturbation. Très bien. Donc, celui-là va tomber. Donc, je vais lui communiquer de l'énergie. Alors, lorsqu'il tombe, donc, il touche le deuxième. La deuxième particule, ou le deuxième domino adjacent, à côté de lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui communiquer une énergie. Donc, toute l'énergie qui était au niveau du premier domino, donc, va être communiquée au second. Le second, à son tour, lorsqu'il tombe, donc il va communiquer son énergie au prochain. Donc, de proche en proche, voilà. Donc, tous les dominos, donc, vous allez voir qu'il y a un mouvement de dominos. Donc, tous les dominos donc, seront touchés, donc de proche en proche. Donc, il va y avoir une propagation de l'énergie. Donc, l'énergie va se déplacer d'un point à un autre. Alors, donc, la question que je vous pose, est-ce que les dominos se sont déplacés de leur position? En moyenne, est-ce qu'ils se sont déplacés de leur position? Non, ils sont restés à leur position. C'est vrai, donc je vais montrer la chose suivante. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un déplacement de dominos? Non, il n'y a pas de déplacement de dominos. Regardez. Quand je parle, est-ce que vous voyez apparaître des courants d'air? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les masses d'air se déplacent? Est-ce que la matière se déplace avec l'onde? Elle ne se déplace pas. Alors, qu'est-ce qui se déplace ici? Hein? Donc le milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il assure le transport de l'énergie. Donc réellement, l'onde, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle assure le transport de l'énergie. Donc si je place par exemple voilà, quelque chose ici, une personne ici, voilà. Donc quand je communique de l'énergie à celui-là. Donc cette énergie-là va être transportée de proche en proche à travers tous les dominos jusqu'à tomber sur cette personne, elle va l'écraser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les dominos en moyenne sont restés à la position d'équilibre. Donc mais l'énergie que j'ai communiquée à ce niveau-là, donc je l'ai retrouvée à l'autre extrémité. Donc qu'est-ce qui s'est déplacé? Qu'est-ce qui s'est propagé réellement? Donc l'onde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas elle ne transporte pas la matière, mais elle transporte l'énergie d'un point à un autre. Donc l'onde transporte une information, une énergie d'un point A à un point B. Alors donc la remarque que je vous ai dit, pour les faibles perturbations. Maintenant, regardez. Si je communique une grande énergie à ce niveau-là, une grande énergie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais disperser les dominos. D'accord? Ici. Lorsque la perturbation, par exemple, est très importante, le niveau de la perturbation est très important. Vous avez tous remarqué ça en mer. Lorsque vous baignez en mer. Lorsque le drapeau est vert. C'est-à-dire la mer est calme. D'accord? Donc l'amplitude des vagues est très très faible. Donc quand vous êtes en mer, donc il y a des petites vagues qui viennent, elles vont vous soulever un petit peu, mais vous restez à votre position. Mais lorsque le drapeau est rouge, ça veut dire que l'énergie des vagues est très très importante. Voilà. Donc l'énergie qui sont mises en jeu dans les vagues sont importantes de telle manière qu'elles peuvent vous déplacer carrément. Pour ça on a dit, lorsqu'il s'agit de faibles énergies qui sont mises en jeu dans le phénomène de propagation de l'onde, la masse ne se déplace pas, les particules ne se déplacent pas. Mais lorsque les énergies qui sont mises en jeu sont très très importantes, le cas par exemple de l'explosion.
Donc la quantité d'énergie qui est libérée est tellement importante qu'elle peut même déplacer la matière avec. Vous voyez? Donc pour les ondes que nous étudions, donc les énergies qui sont mises en jeu sont très très faibles pour pouvoir déplacer la matière avec. D'accord? Très bien. Alors donc, pour les faibles perturbations, les constituants du milieu restent en moyenne à leur position d'équilibre. Donc la propagation n'est pas liée à un transfert de matière, c'est l'énergie qui est transportée en moyenne du processus de propagation. Donc la matière assure le support matériel du transport de l'énergie. Donc la matière, qu'est-ce qu'elle fait? Ici, la matière, qu'est-ce qu'elle a? Quel est son rôle? Elle a assuré le support matériel pour le transport de la matière. Voilà. Alors, pour les ondes sonores, pour les ondes acoustiques dans l'air, quel est le support matériel du transport de ces ondes? Voilà, c'est l'air. Donc c'est les molécules de l'air. Voilà. Vous avez donc des molécules de l'air. Donc qu'est-ce qui se produit? Je vais faire ça autrement. Voici les molécules de l'air. Alors donc, lorsque je communique de l'énergie au premier plan des molécules, qu'est-ce qui va se produire? Alors ces molécules-là vont osciller autour de leur position d'équilibre. Donc elles vont osciller. Alors, par exemple, vous avez ici un haut-parleur. Alors donc, la membrane du haut-parleur, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en contact avec les molécules de l'air. Donc ces molécules-là vont osciller, vont vibrer. Donc, au cours de son mouvement, donc, elle va toucher la molécule proche d'elle. Et situer donc le plan à côté, adjacent. D'accord. Donc toutes ces molécules-là vont communiquer leur énergie, voilà, au plan suivant, aux molécules qui se situent sur le plan suivant. Et elles vont revenir à leur position d'équilibre. Elles se déplacent comme ça, elles communiquent de l'énergie, et elles vont revenir à leur position. Et de proche en proche, et ainsi de suite. Donc l'onde se propage. Donc vous voyez ici que les molécules de l'air ne se déplacent pas. Il n'y a pas un flux de molécules de l'air. D'accord? Alors, donc, les molécules assurent le support matériel pour le transport de l'énergie. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, dans ce cas, il y a un perte d'énergie. Il y a Une perte d'énergie. mais il n'est pas vraiment important. C'est vrai, dans tout processus naturel, il y a toujours un amortissement. Il y a toujours des pertes sous forme thermique. Mais elles ne sont pas vraiment très très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon jusque-là? Donc on synthèse. Pour les faibles perturbations, les particules du milieu restent en moyenne à leur position d'équilibre. Alors, la matière assure le support matériel pour le transport de l'énergie. Donc, il y a une exception à cette règle, les ondes électromagnétiques, par exemple, comme la lumière. On n'a pas besoin de support matériel pour se propager. Bon, elle se propage dans le vide. Mais quand on parle de vide, c'est un vide de matière. Ce n'est pas un vide relatif. Ce n'est pas un vide absolu, pardon. C'est un vide relatif. D'accord. Donc, il y a quelque chose, ce qu'on appelle les champs fondamentaux, dans lesquels ces ondes-là, elles se propagent. Mais quand on dit les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide, c'est un vide de matière. Quand je dis un amphi vide, il est vide de quoi? Il est vide des étudiants. Un bus vide, il est vide de quoi? Des voyageurs. Donc c'est une notion qui est relative. Donc, cette notion de vide est relative. Donc les ondes électromagnétiques se propagent, mais dans ce qu'on appelle les champs fondamentaux. Dans un vide de matière, mais il y a quelque chose dans lequel ces ondes-là se propagent. C'est bon. Très bien. Donc on distingue deux types d'ondes, transversales et longitudinales. Donc à la surface du liquide, par exemple, quand je jette un caillou à la surface du liquide, qu'est-ce qui va se produire? Donc il va y avoir des ondulations.
Alors, ces ondulations, elles sont comment quand je vois de profil? Elles ont la forme suivante. Donc, la direction de la perturbation est comme ça. La direction de la propagation de l'onde, elle est comment? Elle est comme ça. Donc, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. On appelle ça une onde transversale. Onde transversale. D'accord? Transversale. Direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est pareil ici. Voilà. Pour ce bouchon, la direction de la perturbation, donc la perturbation elle est comme ça. Direction de propagation, elle est comme ça. Une corde par exemple. Vous prenez une corde, je prends une corde, je crée une perturbation sur la corde. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc la perturbation, elle est comme ça. Donc direction de perturbation. Direction de propagation de l'onde. Donc ça, c'est une onde qui est transversale. Par contre, si je prends, par exemple, un ressort, voilà, je lui communique de l'énergie de cette manière avec un marteau. Je tape comme ça, selon. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que les anneaux du ressort se resserrent. Elles se resserrent comme ça. Et ce resserrement se déplace. Voilà. Donc, vous voyez ici que la perturbation est comment? Elle est comme ça. Direction de propagation est comment? Elle est dans le même sens. On appelle ça donc onde longitudinale. C'est une onde longitudinale. Donc c'est dans le même sens, donc la direction de la perturbation et la direction de propagation sont dans le même sens. Donc on les appelle ondes longitudinales. Pour l'onde acoustique, dans les molécules de l'air, ce qu'on vient de voir ici. Alors regardez. Donc voici les molécules de l'air. Alors la perturbation est comment? Quand j'excite les molécules de l'air. Hein? Donc la perturbation est dans ce sens. D'accord? Et l'onde, comment elle se déplace? Donc, il communique son énergie celui-là, et de proche en proche. Donc, la direction de propagation de l'onde est comme ceci. Donc, l'onde acoustique, l'onde sonore, est une onde longitudinale. D'accord? Donc, l'onde acoustique est une onde longitudinale. Alors, une dernière petite définition. Donc, tout ce que je viens de vous citer ici, c'est des définitions pour vous introduire la notion d'onde. Alors, le front d'onde. Le front d'onde. Alors, c'est quoi le front d'onde? Donc, vous avez tous vu les ondes, les vagues, pardon, les vagues en mer. Alors, les vagues quand elles se déplacent, donc elles se déplacent sous forme d'un mur. C'est ça ce qu'on appelle le front d'onde. Voilà. Donc, c'est le premier plan avec lequel l'onde elle se déplace. C'est ça ce qu'on appelle donc le front d'onde. Vous avez en mer. Donc, vous voyez les vagues. Voilà. Donc, c'est ça, ce mur-là, ça c'est ce qu'on appelle le front de l'onde. D'accord. Donc pour les fronts d'onde, généralement on a deux grandes catégories de fronts d'onde. Front d'onde plane, front d'onde sphérique. Donc je vais vous expliquer la différence. Vous avez par exemple une antenne. Une antenne de transmission. Soit téléphonique, soit de télévision, soit de radio. Voilà. Donc elle émet des ondes. Alors, donc, lorsqu'elle émet des ondes, donc voici la source de l'onde. C'est un point. Donc elle va émettre les ondes sous cette forme-là. Vous avez certainement vu des schémas comme ça. Voilà. Pour la transmission des ondes. Donc qu'est-ce que vous remarquez?
À partir de ce point, l'onde se propage sous forme d'une sphère. Donc elle évolue sous forme d'une sphère. Donc vous voyez ici que l'onde, le front d'onde est comment? Voilà. Donc le front d'onde est sphérique. Très bien. Alors regardez maintenant. Si maintenant je m'éloigne de la source, est-ce que je retrouve toujours la sphéricité de l'onde? Donc quand je suis très très loin de la source, qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc je vais juste vous poser une simple question. Naïf, la Terre, est-ce qu'elle est sphérique ou plane? On entend toujours des polémiques sur ce point. Est-ce qu'elle est sphérique ou plane? Bon, si vous me dites sphérique, comment vous le savez? Moi, je vois qu'elle est plane. Bon, à travers toute l'histoire, les gens ont considéré que la Terre est plane. Mais après, avec l'évolution des expériences, donc ils ont constaté à travers un certain nombre d'expériences, avant de la voir, avant d'y aller dans l'espace et voir la sphéricité de la Terre, ils ont constaté à travers les expériences que la Terre est sphérique. Et elle tourne. D'accord. Alors, vous prenez par exemple un ballon qui a une dimension de 20 cm de diamètre. Donc, vous voyez bien la sphéricité du ballon. D'accord. Pour quelle raison? Parce que la dimension du ballon par rapport à la dimension de l'onde est très faible. Je peux voir la courbure du ballon. Mais lorsque les dimensions de ce ballon deviennent très très importantes, la dimension de l'onde est de combien? De près de 1 mètre. D'accord. Le rayon de la Terre, à peu près, il est de 6400 km. Donc 6400 km, ça fait 6 400 000 mètres. Alors, vous comparez 1 mètre par rapport à ça. Donc ça, c'est le rayon. C'est R. Donc est-ce que vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une sphérécité? Impossible. Donc tout ce que vous allez voir, c'est quelque chose de plat. Voilà. Alors, une règle générale. Lorsqu'on est près de la source, l'onde est sphérique. Quand on est très loin de la source, l'onde devient plane. On l'aperçoit, on la voit. Une onde plane, elle garde son énergie. Son énergie au cours de la propagation reste constante. Onde plane. Onde plane. Énergie constante. Alors, l'onde sphérique, l'énergie diminue en 1 sur R carré. Donc, quand je suis, par exemple, ça c'est une source. Quand je suis à 1 mètre de la source ou à 2 mètres de la source, c'est pas la même chose. Je ne vais pas mesurer la même chose. D'accord? Donc, plus je m'éloigne, c'est exactement le même phénomène que vous avez dans les barres de votre portable. Quand vous êtes près de l'antenne, vous avez 5 barres. Quand vous vous éloignez un petit peu, ça devient 4. Quand vous vous éloignez beaucoup, ça devient une barre. Quand vous êtes très très loin de l'antenne, il n'y a pas de chose. Donc, plus vous vous éloignez de la source, donc plus l'intensité diminue. C'est exactement pareil quand on parle. Quand vous êtes près de l'interlocuteur, voilà. Donc vous entendez bien, vous vous éloignez un petit peu, vous avez du mal à comprendre ce qu'il est en train de dire. Quand vous êtes très très loin, vous n'entendez pas. Pour quelle raison? Parce que l'intensité de l'onde a diminué. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Très bien.